Une bombe était placée sous l'Union européenne. L'Union européenne vient d'adopter une résolution interdisant à ses membres d'acheter des ressources énergétiques russes, gaz et pétrole, à partir du 1er janvier 2028. Donc pendant 2 ans et 2 mois, c'est possible, mais après, non. Cela signifie qu'il ne sera plus possible de conclure de nouveaux contrats de fourniture après le 1er janvier 2026. En principe, tout prendra fin et tous les contrats actuels prendront également fin à la fin de 2027. Où vont-ils donc acheter du pétrole et du gaz ? Donc vous avez deviné, ils achèteront aux États-Unis d'Amérique. Ce sera plus cher, mais pas chez l'ennemi, chez l'allié. C'est vrai que le mot plus cher, en fait, grimaçait certains. L'Union européenne vient tout juste d'approuver un plan visant à interdire toutes les importations de gaz naturel russe d'ici 2028, ce qui va changer la carte énergétique du continent. De plus, cela va renforcer la dépendance de l'Europe aux États-Unis, alors que beaucoup ne veulent pas payer plus cher l'énergie et le gaz. Le Conseil de l'Union européenne a approuvé la proposition d'interdire toutes les importations de gaz naturel russe au 1er janvier 2028. Cette mesure a été annoncée à Bruxelles lundi et constitue l'une des dernières étapes des efforts de l'Europe pour réduire définitivement sa dépendance à l'énergie russe. Selon la déclaration officielle du Conseil, l'interdiction s'appliquera aussi bien au gaz acheminé par pipeline qu'au gaz naturel liquéfié. La transition se fera progressivement. À partir de 2026, aucun nouveau contrat ne sera conclu et tous les accords d'approvisionnement à long terme prendront fin d'ici 2028. Nous allons bientôt évoquer ce que cela implique pour la Hongrie et la Slovaquie. Pour que cette mesure soit efficace, une étape supplémentaire est nécessaire. Elle doit maintenant être approuvée par le Parlement européen qui d'ailleurs insiste sur une position encore plus stricte. Il appelle à une interdiction totale 1 an plus tôt, curieusement à partir de 2027, c'est-à-dire dans 1 an. Alors, cette ambition est-elle réaliste dans l'Union européenne avec ses énormes difficultés économiques et le ratio dette, produit intérieur brut croissant en raison de la militarisation de l'Europe ? Ce sont de bonnes questions qu'il me semble important de poser au Parlement européen. Situation intéressante. Il y a de nombreuses années, comme déjà, l'Europe a cessé de dépenser de l'argent pour la défense. Pourquoi dépenser si les États-Unis assurent la protection ? Pourquoi, comme on dit, jeter simplement de l'argent par les fenêtres ? Faut taire. C'est-à-dire des fonds se sont libérés, volés à ceux qui les avaient gagnés. S'ils en avaient pris moins, j'aurais compris, bon, d'accord. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils prenaient cet argent pour le distribuer à la population. Eh bien, à cette partie de la population, bien sûr, qui votait ensuite pour eux, parce que la population, habituée aux aumônes, vote pour celui qui en donne le plus. Bien sûr, ils distribuent de l'argent volé. Deuxièmement, la Russie vendait du gaz et du pétrole à l'Europe à un prix inférieur, comme on dit, que si elle les achetait ailleurs. Et si la politique de l'Union européenne, disons-le ainsi, ne gênait pas le Kremlin. Et alors les pays bénéficiaient de réductions, et il semble que certains individus recevaient des sommes sur des comptes fermés soit en Suisse, soit aux îles Caïmans. Quelque part, comme on dit, je n'étais pas là pour le voir, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il est impossible que tout cela se soit fait sans pot de vin. Donc tout le monde y trouvait son compte. Mais soudain, les Européens ont découvert 2 nouvelles des plus désagréables. Premièrement, leur pote Vova, Poutine, Vovchik, je dirais même, et son équipe prévoient de les attaquer parce qu'ils se sont affaiblis. Et comme on dit en russe, seul un idiot n'attaque pas le faible. Et deuxièmement, la fille. Trump ne les défendra pas s'ils ne commencent pas à prendre au sérieux la défense de leur propre territoire. C'est comme, pour ainsi dire, si tu fais quelque chose, pourquoi devrais-je le faire à ta place ? Oui, et ça les a frappés comme un coup de masse. Cet endroit qu'on appelle la tête, oui, ils pensaient en tous que c'était juste des mots. Ensuite, Trump a été écarté après son premier mandat, et donc c'était à nouveau le nirvana. Mais Trump s'est revenu. Et en Europe, ils ont finalement été obligés de regarder la réalité en face, ce que je souhaite d'ailleurs aussi à l'Ukraine. Et ils ont compris qu'il fallait, renforcer leur puissance pour ne pas être attaqués.
Ils devront, horreur, augmenter les dépenses militaires. Mon Dieu, vous ne pouvez même pas imaginer ça. Par 4. Parce qu'à ce jour, là-bas, c'est 1 à 3% du budget. Ils avaient promis 2, mais la plupart n'atteigneront pas ce chiffre. Et maintenant, il faudra payer 5% du budget. Ce qui est intéressant, c'est que cette proposition ne fait officiellement pas partie du régime de sanctions de l'Union européenne. Et c'est un détail très important parce qu'il montre que l'Union européenne se fragmente en réalité et qu'elle doit contourner ses propres règles et normes pour atteindre efficacement son agenda politique. Cette nouvelle initiative est introduite dans le cadre de la politique commerciale du bloc. C'est une différence clé, ce qui signifie que les États membres n'ont plus de droit de veto. Bien sûr, ce n'est pas une initiative nouvelle en soi, mais c'est la rapidité avec laquelle elle sera mise en œuvre d'ici 2027 ou 2028. En d'autres termes, le centre, comme toujours, a trouvé comment rouler les membres de l'Union dans la farine, sachant que 2 pays, je veux dire la Hongrie et la Slovaquie, vont résister. Et donc, selon la loi de l'Union européenne qu'ils ont eux-mêmes élaborée, le projet ne passera pas. Donc, les bureaucrates intelligents ont décidé d'intégrer cette décision dans un paquet déjà approuvé, dans lequel ils avaient le droit d'apporter des déclarations et des ajouts. Et donc, comme une déclaration, ils ont glissé ceci. Personnellement, je suis content qu'ils l'aient pendant fait, mais encore et encore, il est confirmé que les puissants de ce monde contournent n'importe quel traité et accord, quel qu'il soit, qui sert de base à la coopération. On invitait les gens en disant « Oh, on décidera tout ensemble. Si quelqu'un est contre, alors... Sinon, je signe. » Ils sont venus. Il s'est avéré qu'en fait, on peut contourner ça si on en a vraiment envie. Vous savez, un jour, ma mère m'a dit « Si c'est interdit, mais que tu en as vraiment envie, alors un peu, c'est possible. » Je ne me souviens plus du sujet, mais selon moi, c'est ce que fait la majorité de la chaleur terrestre. Ainsi, les Européens disent « Le mien, mais aussi le tien. Si j'en ai envie, ce sera à moi. » Eh bien, voilà pour toi, mamie, et le jour de la Saint-Georges. Beaucoup n'aiment pas que les pays vont maintenant s'armer au lieu de s'occuper du social, et qu'ils vont en plus acheter du gaz plus cher à leurs amis, au lieu de prendre celui qui est moins cher. Chez l'ennemi, qui d'ailleurs, avec l'argent gagné, a déjà attaqué l'Ukraine, et peut les attaquer, eux aussi, et les capturer. Non, pas maintenant, pas à cette seconde, et pour l'instant, le gaz moins cher est plus important. Voilà. Eh bien, que puis-je vous dire à Moscou? En général, c'est comme ça que les gens pensent habituellement. Voilà. Et pourquoi a-t-on besoin de plus d'argent, les socialistes, les démocrates, les communistes, les fascistes, et ainsi de suite, vous l'expliqueront. Parce qu'ils veulent donner plus aux immigrés qui sont venus en Europe pour l'islamiser et l'enterrer. Tout le monde doit être militariste et tout le monde doit soutenir la militarisation au détriment de la réduction des dépenses sociales. Voici comment fonctionne le programme World Affairs. Elle altère le sens de ce qui se passe. Par exemple, ce n'est pas grâce aux États-Unis qui finançaient notre défense que nous pouvions transférer les fonds libérés vers le secteur social. Ils disent qu'ils veulent maintenant s'armer en réduisant l'aide aux personnes âgées, aux pauvres et aux malades. Ça sonne horrible, donc s'armer aux dépens des personnes âgées, des malades et des pauvres. C'est vraiment horrible, mais ce qui a suivi était encore plus intéressant. Pendant de nombreuses années, la Hongrie et la Slovaquie ont affirmé que renoncer au gaz russe provoquerait un chaos économique et augmenterait les prix pour les consommateurs. Comme cela s'est déjà produit dans toute l'Union européenne. Mais pour d'autres capitales de l'Union européenne, l'agenda politique est plus important que les considérations économiques. On perçoit quelque chose de négatif dans ces paroles. Les jeux politiques sont plus importants que les nécessités économiques. Et dès qu'elle commencera à acheter du gaz et du pétrole à la Russie, en finançant la guerre en Ukraine, et aussi la préparation d'une éventuelle attaque contre l'Europe, la prise de l'Union européenne. Ce sont des jeux politiques, n'est-ce pas? Et la sécurité n'est-elle pas la tâche numéro 1 de tout gouvernement?
La seule chose qui soit plus importante que l'économie, mesdames et messieurs, c'est la sécurité. La présentatrice l'a complètement oublié. Peut-être qu'elle ne le savait pas, ou qu'elle n'y pensait pas, qu'elle ne s'y intéressait pas, ou peut-être qu'elle est aussi stupide que Robert De Niro, Labor lié à Barbara Streisand, Sean Penn, Susan Sarandon ou Sarandon. Peu importe, je voulais dire que peut-être qu'elle... Plus bête que, mais j'ai pensé. Plus bête que Marcin, Sean Penn, Suzanne, cette fameuse Sarandon. C'est pratiquement impossible. Auparavant, 50% de tous les hydrocarbures en Europe venaient de Russie. Aujourd'hui, c'est 13%. Dans 1 à 2 ans, 0. La Russie reste avec l'Inde et la Chine. Vous racontez comment, grâce à la pression et à la corruption, la Russie augmentait ses revenus provenant de la vente de gaz à l'Europe. L'an 2000, donc pour... Les Européens payaient $120 pour 1000 mètres cubes de gaz. Je me souviens encore, il me semble qu'ils payaient 30, mais bon, en 2000 puis en 2008. 350 à $400 pour les mêmes 300 mètres cubes. Comment cela se fait-il? Ils ont triplé le prix en 8 ans. Pas mal, n'est-ce pas? Voilà, au sommet de 2022 $2000 pour 1000 mètres cubes de gaz, $2000. Et maintenant, alors que l'Europe a diversifié ses fournisseurs, elle est revenue au prix de 2008, soit $400 pour 1000 mètres cubes. Lors de l'achat de gaz liquéfié, des États-Unis, du Qatar, de la Norvège, de l'Algérie et aussi de l'Azerbaïdjan, le coût augmente de 40 à 70% selon le fournisseur, la distance de transport et d'autres facteurs similaires. Le gaz russe est principalement acheminé par pipeline, ce qui réduit naturellement les coûts. Mais avec l'argent ainsi gagné, la Russie fabrique des armes, avec lesquelles, comme nous l'avons déjà évoqué, elle pourrait attaquer. Et en général, elle laisse constamment entendre qu'elle attaquera l'Europe. Que disent donc les propagandistes de l'extrême gauche? C'est tout. Pendant la même période, le coût de la vie dans l'Union européenne a fortement augmenté. Comme vous le savez bien, la confiance des consommateurs a chuté et ces grandes économies, à commencer par l'Allemagne, ont commencé à se désindustrialiser. Ainsi, l'Union européenne se tire en fait une balle dans le pied et maintenant elle double la mise sur cette stratégie. C'est-à-dire... Vous achetez du gaz à la Russie et vous ne prêtez pas attention aux centaines de milliers de morts en Ukraine, ni à la possibilité potentielle d'un conflit armé avec Moscou. De plus, si l'Union européenne ne s'investit pas dans sa propre défense, les États-Unis refuseront de les protéger. Mais la propagande exige qu'on continue d'acheter chez Maman Rachia, qu'on ne cesse surtout pas, en aucun cas. Je me demande qui paie pour ça? Oh, je n'arrive même pas à imaginer, ça ne me vient pas à l'esprit. La Hongrie et la Slovaquie veulent continuer à recevoir du gaz. À moindre coût par pipeline, appelé Oléoduc Druzhba. Mais les Ukrainiens ont déjà déclaré, ou ont déjà commencé à essayer de le faire exploser, ou ont déclaré qu'ils allaient le faire exploser. Et je pense qu'au final, ils finiront par le faire sauter. Ce qui me choque ici, c'est que la Commission européenne insiste également sur le fait que la nouvelle réglementation vise à préserver la sécurité énergétique et à limiter toute influence sur les prix. Je pense que c'est une explication ridicule, vraiment ridicule. De quelle sécurité énergétique parle-t-on? Si maintenant l'Union européenne doit payer 2 voire 3 fois plus cher pour l'énergie en provenance de Russie... 2 ou 3 fois plus cher, c'est sûr que c'est juste. N'importe quoi. En ce qui concerne l'indépendance énergétique, la Russie peut à tout moment, arrêter le flux de gaz, comme elle l'a déjà fait en Géorgie, en Ukraine. Il disait « Oh, nous avons une maintenance. Oh, quelque chose est tombé en panne. » Et boum, plus rien, il n'y a plus rien. Et maintenant, quand tu as des approvisionnements provenant de 4 ou 5 sources différentes, alors premièrement, personne ne s'enfuira, et deuxièmement, même si quelqu'un s'enfuit, les autres compenseront immédiatement ce qui n'a pas été livré. À ceux qui sont partis. Mais la jeune fille n'aime pas que les États-Unis feront partie des fournisseurs, elle n'aime pas dépendre des États-Unis, elle préfère dépendre de la Russie. Quand
Son principal fournisseur d'énergie sont les États-Unis. C'est assez drôle de présenter cela comme une sécurité énergétique et comme une victoire, à mon avis. Eh bien, Dieu merci. Elle a ajouté que c'était son opinion personnelle. Sinon, ils aiment dire que ce qu'ils diffusent, c'est, eh bien, la pure vérité du Seigneur. La cloche, il faut cliquer dessus. Là, tout de suite, mais les experts vont cliquer. Mais les gars techniques Poyin m'ont dit que j'ai très peu de cloches activées, il en faut plus. Ne demandez surtout pas pourquoi et à quoi ça sert. De plus, la fin de l'année approche et tous les citoyens américains qui feront un don de $200 ou plus à notre organisation à but non lucratif auront le droit de déduire ce montant de leurs impôts. Si vous envoyez $10 000, ce montant sera déductible de vos impôts. Pour $100 000, nous irons même jusqu'à... Nous vous enverrons un document officiel pour ce montant. Nous appellerons aussi la campagne publicitaire sur Google à votre nom. Eh bien, c'est agréable. Je dois dire que l'arrêt des achats de gaz en Russie entraînera bien sûr un choc à court terme pour la Russie, mais en général, il est assez incertain de savoir quel sera l'impact à long terme. Sur le long terme, la Russie elle cherche déjà bien sûr des marchés alternatifs, mais on ne peut pas déplacer un gazoduc aussi facilement. Et le principal coût, ce sera justement, comme on dit, porté au gazoduc. Le budget russe a déjà perdu environ 90% des revenus provenant de la vente de gaz à l'Europe. Le remplacement du marché européen exigera d'énormes investissements de la part de la Russie. De plus, les nouveaux clients asiatiques, pouvant choisir, exigeront des remises, poseront des conditions strictes et demanderont le respect de désaccords. Ainsi, en perdant l'Europe, la Russie arrive bien sûr sur un marché du gaz très concurrentiel. Pour l'Europe, le refus de l'énergie russe signifie une hausse des prix et une diminution du potentiel industriel. Et dans un certain sens, cela signifie aussi une perte de compétitivité des entreprises et ce que l'on appelle la désindustrialisation, c'est-à-dire le transfert de la production vers des régions où le coût de la main-d'œuvre et de l'énergie est plus bas. Par exemple, s'ils parviennent à intégrer l'Ukraine à l'Union européenne après la fin de la guerre, la production commencera à être transférée vers l'Ukraine et les pays voisins. La production commencera également à être transférée aux États-Unis, où l'énergie est moins chère et en plus, des usines commenceront bientôt à y être construites. Ce seront des productions incroyablement bon marché, car elles utiliseront l'intelligence artificielle à chaque étape. La population européenne se retrouvera dans une situation difficile. Moins de subventions pour le social, des sources d'énergie plus chères, moins d'emplois et des impôts fous. L'Europe connaîtra évidemment des manifestations, émeutes, grèves et protestations. Un mécontentement particulier sera bien sûr provoqué par les migrants qui ne travaillent pas et touchent des allocations. Les partis de droite anti-immigration gagnent déjà en puissance et l'Europe blanche devient de plus en plus. National-conservatrice n'est pas le national-socialisme. C'est différent et c'est même l'opposé du fascisme. Cela ressemble de plus en plus aux États-Unis. Eh bien, approximativement, pour ainsi dire, ce n'est pas pareil, mais ça y ressemble de plus en plus proche. Ce n'est pas tout à fait proche, mais c'est plus proche. Parce que les immigrés vont aussi exiger, eh bien ceux qui sont arrivés au cours des 10 dernières années vont exiger le rétablissement des subventions réduites. Alors, ils y sont habitués, ce sont les leurs, ça leur appartient et on leur enlève. Maintenant, oui. Bien sûr, il y aura des troubles dans les rues entre les musulmans et des mouvements comme le Rassemblement national de Marie Le Pen en France, l'Alternative pour l'Allemagne, ainsi que d'autres partis similaires dans d'autres pays d'Europe. Avec les conservateurs britanniques, vous obtenez un tableau d'une réévaluation sérieuse, l'orientation du continent européen. Le Parlement européen doit encore approuver l'échange d'achat des sources d'énergie, mais là-bas, la volonté n'est pas seulement de refuser les livraisons russes, mais de le faire tout de suite. Ils ne peuvent pas le faire tout de suite, mais ils peuvent dire que le plus rapide serait de finir le 31 décembre de l'année prochaine, soit dans 1 an et 2 mois. En fait, c'est exactement ce qu'ils disent.
Je suis heureux qu'ils aient pris une telle décision. Elle correspond enfin à la position exprimée par les Européens sur leur désir de mettre fin à la guerre. Mais l'Europe va bien sûr connaître des bouleversements, des revendications indignées des masses pour retrouver la gratuité, mais l'Europe a enfin une chance de revenir au capitalisme. Voilà. Hier encore, ils avaient 0%. Maintenant, c'est peut-être 5, 7 ou 8. 5%, je veux dire, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, ce sera incroyablement bien. Pour sauver ce que nous appelons la civilisation judéo-chrétienne, eh bien, et nos valeurs, mesdames et messieurs, notre culture, nos valeurs, notre morale et tout le reste. Donc je suis très heureux pour l'Europe, même si je comprends bien sûr il y aura une crise, et bien sûr il sera difficile de traverser cette crise. Et comme toujours, une crise c'est un tournant, parce que pour le Liban, c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit il meurt, soit il guérit, non, soit il meurt, soit il guérit. C'est tout, au revoir.